Il est 7h44, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jean-Christophe Fromentin qui est maire d'Yverdroit de Neuilly-sur-Seine. Jean-Christophe Fromentin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, c'est le grand sujet du week-end, la vaccination obligatoire. Alors que le gouvernement prévoit de rendre la vaccination des soignants contre la Covid-19 obligatoire en septembre, si le taux de 80% de vaccinés n'était pas atteint, plusieurs voix s'élèvent pour accélérer le calendrier dans la course contre la pandémie. Est-ce que vous êtes favorable à la vaccination obligatoire pour les personnels soignants ? Je crois qu'il faut sortir en tous les cas de cette crise et que le personnel soignant il est touché à deux niveaux. D'abord pour lui-même, parce que quand on rentre dans un hôpital en urgence ou parce qu'on est malade, on ne demandera jamais un pass sanitaire. Donc l'hôpital est un des lieux extrêmement exposés à la transmission de la maladie. Et puis bien sûr pour les plus fragiles qui rentrent à l'hôpital, qui sont malades, qui y restent et qu'on ne doit pas exposer davantage à la maladie. Donc je pense que la vaccination pour les soignants est importante, elle est indispensable. J'espère que la majorité d'entre eux comprendront que c'est pas une contrainte qui leur est posée, mais tout simplement leur principe de responsabilité dans cette chaîne de santé dont ils sont un maillon essentiel. Pas plus tard qu'hier, dans le JDD, le journal du dimanche, une tribune de médecins plaidait pour cette obligation avant septembre. Vous voudriez aller à cette vitesse, Jean-Christophe Fromentin ? Je pense que c'est le problème de la gestion de cette crise. C'est-à-dire qu'on a beaucoup débattu et pris des décisions souvent trop tard, avec souvent, quand on les prenait, les moyens qui ne suivaient pas. Et je pense qu'à partir du moment où, statistiquement, sur le plan sanitaire, on est convaincu que cette chaîne importante du maillon de santé doit être vaccinée, pourquoi attendre ? Et pourquoi pas ne l'enclencher tout de suite ? Donc, arrêtons ces tergiversations. On en a eu plein pendant cette crise. Et si tout le monde est d'accord, et les spécialistes en premier lieu, pour penser qu'il est indispensable de sanctuariser le système de santé par cette vaccination obligatoire, alors allons-y sans attendre. Alors, au-delà de la vaccination des soignants, hier, François Bayrou, un membre éminent de la majorité, est monté au créneau pour parler de vaccination obligatoire, mais pour toutes et tous. Est-ce que là, vous y seriez favorable ? Non, parce que je pense qu'il y a un effet d'entraînement, on le voit depuis le départ, la courbe s'est inversée entre les défavorables et les favorables, donc il y a un effet d'entraînement, il y a une pédagogie qui se fait de chacun vers chacun, vous voyez qu'il n'y a pas une pédagogie descendante, qu'il y a une pédagogie de ceux qui étaient un peu réticents, qui se sont fait vacciner, qui arrivent à convaincre les autres. Donc autant je pense que le maillon qu'on évoquait, le maillon sanitaire, est un maillon qu'il faut sanctuariser dans le processus de vaccination, autant je pense que le temps fait son œuvre et que si demain on met la pédagogie nécessaire, on aura cette accélération de la vaccination pour tous avec ce principe de responsabilité qui présidera aux décisions de chacun. En parlant de pédagogie, quand vous voyez les réactions qu'il y a notamment sur les réseaux sociaux entre vaccinés et non vaccinés, est-ce que ça vous fait pas peur ? Est-ce qu'il n'y a pas une fracture vaccinale qui est en train de se faire ? Si vous voulez, plus le dispositif avancera, plus on parlera de vaccination obligatoire, plus ça va hystériser les relations entre les favorables et les défavorables. C'est tout le principe. Vous voyez, quand un système avance, les derniers récalcitrants sont forcément les plus durs, les plus agressifs dans certains cas, dans une campagne pour ou contre. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait cette cristallisation des réactions. Voilà. Pour autant, j'en appelle à ce principe de responsabilité. Oui, cette crise, il faut en sortir. N'oublions pas qu'elle a fait des dizaines de milliers de morts en France, des millions de morts au plan international, qu'on ne maîtrise pas tout. On le voit bien avec les variants, même s'ils sont plus contagieux, mais pas forcément plus mortels. On n'est pas à la merci demain d'une vague et d'un nouveau variant qui pourrait faire des dégâts considérables. Donc on a le devoir aujourd'hui de se protéger avec cette immunité collective. Cette semaine arrive au Sénat la loi 4D, décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification. Nouvelle loi sur la décentralisation. Est-ce que pour vous le compte y est dans ce texte ? Alors, on aurait mieux fait de l'appeler A tout court, c'est une loi plus ambitieuse sur la décentralisation, oui, parce que la succession de dénominations pour un texte qui ne porte aucune ambition sur la décentralisation. Et je m'étonne, vous voyez, que dans ce quinquennat, après avoir promis la conférence des territoires, après avoir vécu le phénomène des gilets jaunes, après avoir vu combien les Français étaient attachés au territoire et en particulier aux villes moyennes et aux villages, après avoir observé récemment
récemment la dégringolade de nos exportations, dont on voit bien que c'est la perte d'avantages comparatifs qui donne cette disqualification de notre économie. Après tous ces facteurs, on sort une toute petite loi technique avec quelques ajustements qui ne répondent en aucun cas à l'ambition qu'ont les Français pour leur territoire. Donc je pense que c'est un véritable rendez-vous manqué et que ce débat du rééquilibrage, du réinvestissement de nos territoires sera un débat au cœur de la prochaine présidentielle, tout simplement parce que les Français aspirent à pouvoir vivre là où ils souhaitent vivre, avec un niveau d'équipement comparable aux grandes villes. À vous entendre, on a le sentiment que c'est une loi de techno. Est-ce que c'est pas un peu une loi Macron, c'est-à-dire sans concertation des acteurs du terrain? Vous voyez, je crois qu'il y ait des lois techniques, vous voyez, qui corrigent dans un domaine toute une série de petites choses, ça peut être nécessaire. Mais que sur un sujet aussi fort, c'est simplement le sujet de vivre là où on souhaite vivre, de permettre à chaque Français d'accéder à cette liberté de vivre dans la montagne, de vivre à la campagne, de vivre dans une grande ville, de vivre dans une petite ville, de vivre au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest. On le voit depuis des années, il y a une dissymétrie de l'investissement de nos territoires. Et les Gilets jaunes, comme d'autres crises, sont la crise de ceux qui disent « arrêtez de nous abandonner ». Et donc, réinvestir la France, c'est vertueux pour les gens, c'est vertueux pour le pays. C'est une dynamique collective dont on ne va pas aujourd'hui accéder avec cette loi, mais dont j'espère les candidats au présidentiel seront donnés une vraie ambition. Jean-Christophe Fromentin, cette loi fait parler de vous puisque la loi 4D prévoit la prolongation de la loi SRU après 2025. Ça oblige à avoir 25% de logements sociaux dans les communes. Vous en êtes à 6%, donc vous préférez payer les amendes. Et Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement en personne, vous pointe du doigt. Qu'est-ce que vous voudriez lui répondre? Alors, c'est pas que je préfère payer les amendes, c'est que je n'ai pas le choix. Et ce que je réponds au ministre, c'est que ça fait des années que les préfets ont la main à notre place. Les villes qu'on appelle carencées ont dû transmettre les leviers aux préfets. Et que font les préfets? Pas plus que ce que n'arrivent pas à faire les maires. C'est-à-dire que la préemption, quand il n'y a pas de vente, on ne peut pas préempter. Le foncier à bâtir, quand il n'y a pas de foncier, on ne peut pas construire. Le coût des opérations, quand ils sont au-delà de tous les seuils qui permettent de monter l'économie d'un projet, eh bien le préfet n'y arrive pas non plus. Donc l'État a beau rôle à pointer du doigt, et le fait que le ministre pointe du doigt sans arrêt des villes montre que finalement c'est plus facile de pointer du doigt une ville que d'avoir des véritables arguments pour nous expliquer comment construire quand on n'a pas de terrain, pour nous expliquer comment construire, comment préempter quand il n'y a pas de mutation, quand il n'y a pas de transfert d'actifs. Donc la stigmatisation de quelques villes est un aveu de faiblesse d'une politique qui ne trouve pas prise dans certaines villes, non pas faute de volonté, mais tout simplement faute techniquement de moyens de le faire. On va parler politique, vous êtes maire d'hiver droite. Hier, vous avez tweeté pour soutenir Michel Barnier. Est-ce que c'est votre candidat pour la présidentielle ? Alors qu'on parle plutôt de Valérie Pécresse, de Xavier Bertrand et de Laurent Wauquiez. Vous voyez, moi, ce que je regrette dans cette pré-campagne, c'est qu'on parle du casting, on ne parle pas des enjeux, on ne parle pas du constat, on ne parle pas des projets, on ne parle pas des perspectives législatives, réformatrices qu'il faudrait mettre en œuvre. Et donc, attention, vous voyez, quand on monte un projet, on monte d'abord des idées, on fait un constat, on construit une solution, et ensuite quelqu'un incarne cette perspective et cette ambition. Et donc je dis, attention à ne pas faire le casting avant de travailler sur le projet. Et ce qui me plaît dans la démarche de Michel Barnier, avec lequel je travaille, c'est justement qu'on a ces prérequis. Un constat, quelles sont les difficultés auxquelles la France est confrontée aujourd'hui, une vision, des projets, des réformes à court, à moyen et à long terme. Et qu'ensuite viendra le temps de la candidature. Mais n'inversons pas les choses. Et le risque, c'est qu'on parte dans l'hystérie d'un casting qui, effectivement, va amuser la galerie, mais pour autant, pendant ce temps, on ne parle pas des enjeux. Et la France est dans un tel état de difficulté que si on ne pointe pas d'abord les solutions pour la sortir de l'ornière, on risque de passer à côté de la campagne présidentielle. Peut-être avez-vous entendu l'éditorial politique de Thierry Guerrier vers 7h23 sur Sud Radio, qui disait que Christian Jacob, le patron des Républicains, allait dévoiler une méthode pour désigner le candidat ou la candidate à la présidentielle. Que souhaitez-vous comme méthode? Primaire ouverte, primaire fermée, pas de primaire? Et vous savez, moi je ne suis pas membre d'un parti politique parce que justement, je pense que ces élections doivent échapper aux partis. Elles doivent être aussi l'affirmation à la fois du projet, comme on l'évoquait, mais d'un leadership naturel. Vous voyez. Pourquoi pendant des années, pendant des décennies, on n'a pas eu besoin de faire des départages avec des sondages, des méthodes, des primaires et toute cette cuisine finalement interne au parti? C'est parce qu'il y avait des leaders qui émergeaient, qui avaient ce charisme, cette empathie, cette proximité avec la population, mais en même temps cette profondeur de champ dans la manière d'aborder la politique. Et naturellement, leur candidature finalement effaçait les
les autres, dominer les autres, et ils étaient des candidats des Français. Et aujourd'hui, on a l'impression que les partis, finalement, sont un système de pouvoir, qu'il y a une telle guerre interne, puisque tout le monde veut être président de la République, qu'il faut organiser des règles du jeu, comme dans un jeu de société, et que finalement, les égos, les ambitions des uns des autres surpassent finalement ce leadership et les projets dont la France a besoin. Donc, moi, je ne crois pas du tout, vous voyez, à ces méthodes qui sont un peu l'entre-soi des partis politiques. Je pense que pour être président de la République française, il faut savoir s'imposer, et que s'imposer, ça ne procède d'aucune méthode, ça procède d'un charisme, ça procède d'une vision, ça procède des valeurs, ça procède de la cohérence de tous ces items, et que c'est de cette cohérence que naît un candidat fort pour les présidentielles. Une semaine après les régionales, donc à froid, un second tour Macron-Le Pen n'est pas inéluctable pour vous? Moi, je crois que rien n'est joué. Et puis la vitesse à laquelle va l'information, l'enchaînement aussi de constats économiques, sociaux, environnementaux, géopolitiques. L'actualité est tellement dense, et le besoin d'avoir une vision holistique de tout ça est tellement complexe qu'il y a peu d'hommes ou de femmes à travers notre pays, mais à travers le monde, qui savent approcher de façon globale tous ces sujets-là. Et j'espère, vous voyez, que le temps, même s'il paraît court, est finalement un temps plutôt long, et que ce temps façonnera un président, un futur président de la République. À 9 mois du premier tour, elle va se jouer sur quoi, la présidentielle? Elle va se jouer sur les réponses aux grandes questions qu'il y a pour la France. Et je crois que c'est sous-estimer le discernement des Français que de penser qu'un parti aura la main sur un casting. Il faut vraiment, et moi c'est le message que j'ai passé à Michel Barnier, c'est travaillons sur un projet, montrons une vision, montrons des valeurs, montrons une détermination, et le chemin s'ouvrira naturellement. Cécile de Ménibus. Monsieur le maire, vous êtes maire, donc vous célébrez forcément les mariages. La question de la présence des drapeaux étrangers, en tout cas lors des cérémonies, a été relancée à l'Assemblée nationale. Il y a une véritable passe d'armes entre le garde des Sceaux et les LR. Est-ce qu'il faut faire interdire ces drapeaux? Écoutez, moi je suis extrêmement ferme là-dessus. Vous voyez, la salle des mariages à la mairie, c'est un lieu qui a une certaine solennité. Et je pense que dans l'intérêt des mariés, comme dans l'intérêt de la société, il faut préserver cette solennité. Il y a des endroits pour agiter les drapeaux, pour se déguiser, pour faire la fête, pour danser, pour tout ce qu'on veut. Il faut que ce soit neutre. Donc. La mairie doit être un endroit plus que neutre, un endroit solennel. Un endroit solennel, le quartier doit être tranquille, mais là c'est d'autres critères, mais la mairie est solennelle. Et moi j'ai une charte que je fais signer aux mariés quand ils se présentent à la mairie, pour vraiment garder la solennité de ce moment. Et vous voyez, souvent, quand je regarde les gens qui sont face à moi, quand je célèbre un mariage, j'ai finalement le premier rang, c'est-à-dire les mariés et leurs témoins, qui ont le visage grave, parce que l'engagement est extrêmement fort. Et puis il y en a derrière qui veulent faire la fête. Mais je dis attention à ceux qui veulent faire la fête derrière, ne gâchez pas ce moment d'émotion. C'est un engagement de confiance absolue, un mariage. On s'engage pour la vie, c'est un moment où on abandonne tout, et on se met dans cette perspective d'une famille. Et je pense qu'on ne peut pas, ni avec des drapeaux, ni avec des manifestations intempestives, gâcher, priver les mariés de l'émotion qui les rattrape inévitablement dans cet acte solennel. C'est une loi qu'il faut, ou alors un règlement de commune? Non, je pense que les communes peuvent se débrouiller. Vous voyez, moi, j'ai pas eu besoin de loi, j'ai une charte. Si jamais il y a du désordre, je fais arrêter la cérémonie, et je demande à chacun de respecter la manière dont ça se passe. Donc c'est là aussi, c'est l'autorité du maire au sens... Voilà, sa capacité à convaincre et puis sa capacité à être ferme qui permet de réguler les mariages dans nos communes. Et chez moi, ça se passe très bien. J'ai pas besoin d'une loi pour faire respecter ça. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, Jean-Christophe Fromentin. Merci Jean-Christophe Fromentin, maire d'Yverdroite de Neuilly-sur-Seine.